Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine je vous offre un programme double avec un film présentement disponible sur Netflix puis un film que j'étais voir au cinéma. Sur Netflix, c'est le film The Wrong Paris qui est disponible, si je me trompe pas, depuis la semaine passée. Et au cinéma, j'étais voir Spinal Tap 2 The End Continues qui est au cinéma depuis quand même 2 semaines. Puis je pense pas qu'il va rester là trop longtemps, mais on va en parler avec plus de détails. J'ai pensé de nous offrir 2 films cette semaine, juste question de faire sûr d'avoir assez de contenu. Quoique c'est pas du gros contenu, mais selon moi, du contenu quand même assez intéressant. Fait qu'on va y aller côté Netflix avec le film The Wrong Paris pour les amateurs de romance ou si vous cherchez de quoi de romantique à écouter en couple ou peut-être par vous-même. The Wrong Paris, comme je vous disais, est disponible sur Netflix. C'est un film quand même que j'y donne un 6.5 sur 10, sachant très bien que je suis pas son public cible, mais j'étais quand même un peu curieux d'après la bande-annonce parce que la prémisse semblait quand même être assez intéressante, puis je pensais que peut-être qu'on pouvait aller aussi à quelque part avec ça. Et un film aussi, j'ai remonté qu'écouter avec mon épouse d'une soirée juste comme ça, c'est toujours le fun. Puis honnêtement, on note que c'est un film qui ne se démarque pas. C'est un film qui suit justement une formule qu'on a vue des millions de fois au cinéma qui va de point A, B, C, D, suit un chemin sans jamais dévier. C'est quand même pas un mauvais film. C'est un film qui m'a surpris à certains moments au point de vue humoristique où j'ai ri quand même à une coupe de place, mais c'est ce qu'on appellerait quand même un Hallmark movie pour les amateurs de films romantiques. Vous savez de quoi je veux dire, là. Mais la prémisse, ça tourne autour d'une jeune fille qui vit au Texas, qui s'appelle Dawn. Elle et ses 2 autres sœurs vivent avec leur grand-maman parce qu'on nous explique assez rapidement que les parents ne sont plus leur portrait. On va nous expliquer plus tard qu'ils sont décédés lorsque les filles étaient jeunes. Elle, Dawn, apprend qu'un de ses rêves est sur le bord de se réaliser lorsqu'elle est acceptée à une école d'art du côté de Paris, en France. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de bourse pour se rendre. C'est à peu près 30 000 par année. Puis c'est un programme de 2 ans. Sa sœur, une de ses sœurs, qui est obsédée avec le TV show The Honey Pot, qui est un peu, comment je dirais ça, une parodie de la série réalité de Bachelor, où c'est des femmes qui cherchent l'amour à la télévision. Et ensuite, elle, qui est la grande finaliste, eh bien, a le choix soit de prendre 250 000 piastres ou marier l'homme qui est là. Ça fait qu'elle prend soit le honey ou the pot. C'est ça le concept du show. Puis là, elle annonce à Dawn que la prochaine saison pour The Honey Pot va être du côté de Paris. Ça fait que si elle peut se qualifier puis faire l'émission, ben il va avoir un voyage gratuit pour se rendre à Paris. Après ça, elle peut se faire éliminer. Puis l'argent qu'elle va se faire avec les réalités va être assez pour payer sa tuition pour pouvoir aller à l'école d'art dont elle rêve. Ça fait qu'elle va passer l'audition, puis évidemment, elle a l'audition. Tu vois les autres personnages, justement, qui vont faire compétition avec une, bien sûr, qui va être son ennemi, qui va donner plus de troubles que les autres. Et là, on rencontre Trey Allen, qui est le honey pour cette saison, qui est, là, on a un petit hic parce que Dawn et Trey s'étaient rencontrés une couple de jours avant dans un bar et il y avait eu une certaine chimie entre les deux. Mais Dawn n'est pas intéressée à l'amour, elle est vraiment obsédée avec réaliser son rêve d'aller à l'école des arts et devenir une artiste à un moment donné. Ça fait que là, elle essaie de se faire éliminer le plus possible, c'est ça l'idée. Mais le problème aussi, c'est que ils ont joué, ils ont mis une twist. C'est pas Paris-France, c'est Paris-Texas, une petite place dans l'État du Texas, qui est à peu près à 45 minutes là où Dawn a grandi. Ça fait qu'elle est vraiment pas impressionnée de ça. Puis, comme je dis, elle veut se faire éliminer le plus vite possible, prendre son argent et s'en aller à Paris pour aller à l'école. Mais Trey, lui, il a vraiment ressenti, justement, la chimie avec Dawn. Ça fait qu'il est pas prêt à la laisser partir. Puis il décide de la garder dans le show plus longtemps. Fait qu'elle est pas contente avec ça. Elle essaie de se faire éliminer. Puis là, à un moment donné, ce qui doit arriver arrive. Les deux tombent en amour. L'ennemi de Dawn fait des troubles là-dedans. Puis là, finalement, c'est encore là, c'est dans les clichés de films romantiques où c'est là tu penses qu'ils vont finir ensemble, là, il y a de quoi qui se passe, ça semble être la fin de leur amour, puis là finalement à la fin, écoute, c'est le genre de fin parfaite où tous les problèmes, toutes les inquiétudes qu'ils ont eu tout le long du film se règlent en claquant des doigts. C'est ce genre de film-là. Mais comme j'ai dit,
quand même un film intéressant pareil où malgré le fait qu'il y a aucune profondeur au niveau des personnages, au niveau tout de suite dans le vif de l'action, en dedans de 5 minutes, tu sais où tu t'en vas dans ce film-là, tout de suite en partant. C'est pas mal ça la première scène du film. Tu la vois aller à la grange avec sa famille, elle reçoit une lettre de la France, puis ça dit qu'elle a été acceptée, puis que le problème, c'est qu'elle n'a pas l'argent. Ça fait que, tu sais, là, on perd pas de temps, on crée pas plus de profondeur justement pour les personnages. On dirait c'est vraiment comme si ben ça on a vu ça 1 million de fois dans les autres films, ça fait pourquoi se forcer. Puis quand même que c'est cliché, quand même que c'est quoi qu'on a déjà vu. Des fois l'être humain va se trouver beaucoup plus à l'aise quand ça vient à la familiarité. Ça fait que d'après moi on aurait pu plus se forcer justement pour donner plus de contenu, plus de profondeur dans tout cet univers là. Mais en même temps c'est assez difficile parce que c'est un univers qui est vraiment superflu. Si je, terme pour, je sais pas s'il y a un meilleur mot pour ça, mais c'est là les followers sur TikTok, le look et tout ça. Puis c'est le film faut aussi quand même une belle parodie justement de ce qu'est The Bachelor avec des femmes obsédées à trouver l'amour sur une émission de télévision. D'ailleurs, vous pouvez toujours fouiller aussi sur Netflix puis justement des bons documentaires qui sont sortis dans les dernières semaines, derniers mois au sujet de télé-réalité, que ce soit Survivor, The Biggest Loser, The Bachelor, tout ça, justement qui montrait l'arrière-plan et qu'est-ce que justement les candidats et candidates devaient passer au travers justement pour s'assurer qu'ils faisaient de la bonne télé. Puis ça justement, bien, The Wrong Paris arrive à faire une certaine parodie assez rigolo de ça. Ça fait comme je dis, pas un film merveilleux, mais si tu cherches de quoi de romantique avec ton partenaire, The Wrong Paris est disponible pour toi sur Netflix. Puis attends-toi à rire et c'était là. J'aurais pris plus de jokes honnêtement, mais la qualité des jokes que j'ai vus quand même était assez pour moi pour rendre le film pas désagréable. Comme je disais, je sais que je suis pas le public cible pour ce genre de film-là, mais même en l'écoutant d'un œil extérieur, si on peut dire, j'ai pas été découragé à 100%. C'est pas un film que je vais réécouter, mais comme je disais, pour de quoi de simple, c'est sur Netflix, ça fait que, pow, click play, puis enjoy la ride. Mais si tu veux pas aller sur Netflix, on peut aller au cinéma avec Spinal Tap 2, The End Continues, la suite du documentaire This is Spinal Tap, paru quand même en 1984. Spinal Tap, c'est quand même intéressant parce que c'est un groupe rock qui n'existe pas vraiment parce que les musiciens dans ce groupe-là, c'est des acteurs qui jouent des musiciens avec Michael McKean, Christopher Guest et Harry Shearer qui jouent les rôles du chanteur-guitariste David St. Hubbins, Nigel Tufnell et Derek Small respectivement. Plus populaire des trois probablement Harry Shearer puisque ça fait 150 ans qu'il prête sa voix à des personnages dans la série de Simpsons. Michael McKean, on l'a vu dans des films de Adam Sandler, on l'a vu aussi à la télévision une dizaine d'années passées dans Better Call Saul. Christopher Guest, quand même, ça me fait rire, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais je trouve ça drôle parce que les deux personnes sont assez différentes, avec des carrières assez différentes, mais Christopher Guest est marié depuis 84 à Jamie Lee Curtis. Puis, je sais pas, moi, je trouve ça rigolo. Mais écoute, 41 ans de mariage, c'est à Hollywood, félicitations. Honnêtement, je suis pas un gros fan de This is Spinal Tap 84. Je pense peut-être parce que je l'ai écouté un peu plus tard dans ma vie, dans quelque part mi-fin années 90. Puis l'humour, oui c'est drôle, mais il y a certaines jokes qui est comme daté. C'était probablement très drôle en 84, encore moins drôle, je pense, aujourd'hui. Mais c'est normal avec des films d'époque. This is Spinal Tap avait été un gros hit. Puis aussi Spinal Tap en tant que tel, qui est pas un mauvais groupe. Les gars sont d'excellents musiciens, puis ils nous ont fait des bonnes chansons. Ont sorti 2-3 albums. Ils ont sorti 2 albums avec This is Spinal Tap, qui était un peu le soundtrack pour le premier documentaire. Ils ont sorti Back from the Dead, qui était des versions réenregistrées de certains classiques, parce qu'ils ont des chansons comme Big Bottom, leur classique Stonehenge, des chansons avec des titres assez rigolos comme Tonight I'm Gonna Rock You Tonight, là, c'est ce genre de groupe-là, mais quand même assez bon. Puis là, ils ont sorti justement une bande sonore pour The End Continues, que j'ai vu et que j'y donne quand même un 7 sur 10. Puis honnêtement, je suis après de débattre encore si ce film-là, cette note-là est juste ou si je devrais pas lui donner de quoi de plus élevé. Parce que le film
ou documentaire, bon, on va l'appeler un film, ça va être plus simple pour moi, là. C'est le groupe en 2025 est séparé depuis une quinzaine d'années, depuis à peu près 2009. Les trois musiciens font chacun leur affaire. Se sont pas parlé depuis plusieurs années. Mais là, à un moment donné, sur TikTok, deux artistes reprennent la chanson Big Bottom, ça devient viral, et on décide que ça serait le temps parfait pour ramener Spinal Tap le temps d'un spectacle qui va avoir lieu en Nouvelle-Orléans. En fait, les trois se rencontrent et pratiquent pendant 2 semaines pour ce spectacle-là. Et c'est tout. C'est ça que c'est. C'est une histoire qui est très mince. Ça fait qu'on se fie beaucoup point de vue nostalgie et aussi de la comédie. J'ai aimé le point de vue de nostalgie parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Oui, on va en arrière à certains endroits pour nous présenter des personnages qui étaient dans la série, qui étaient plus secondaires, mais quand même qui avaient eu des rôles quand même assez importants justement pour justement l'évolution puis l'histoire de This is Spinal Tap. Mais on n'exagère pas trop dans la nostalgie. C'est un peu comme Happy Gilmore 2. Film que j'ai vraiment, vraiment aimé, aussi disponible sur Netflix. Mais je trouvais à un moment donné qu'on allait trop en arrière, on allait trop souvent au premier Adam Sandler. Puis je trouvais que c'était trop de nostalgie. Le film était capable de se tenir par lui-même. Puis avec The End Continues pour Spinal Tap, ben, c'est ça justement, il y a pas, c'est juste parfait côté nostalgie. On se fie aussi beaucoup sur le point de vue humoristique pour compenser pour la minceur de l'histoire, parce qu'il y a pas il n'y a pas de profondeur à l'histoire. Là. Comme j'ai dit, le groupe se réunit pratiquement pendant 2 semaines, puis ils ont leur spectacle, puis that's it. Là. On va pas en profondeur. Même c'est au début, on nous explique que il y a un problème, il y a de la friction entre Nigel Tufnell et Davidson Hubbins. Puis on voit justement à travers la pratique les deux ont de la misère à travailler ensemble, à coopérer, à être d'accord sur certains points. Puis même quand on apprend c'est quoi leur chicane, de quoi tu t'attendais depuis le début, ça rajoute rien parce que c'est réglé assez vite. Puis c'est plus utilisé pour une autre joke à la fin du film. Mais heureusement, l'humour est au rendez-vous parce que c'est très drôle. J'ai été surpris de la qualité justement de l'humour des jokes. Bien souvent, des jokes premier degré, mais une fois de temps en temps, c'est correct. Et si c'est drôle, that's it, that's all. Puis ça, justement, c'est après avoir écouté de quoi émotionnellement intense, comme The Long Walk la semaine passée, ben là, cette semaine, avoir de quoi de beaucoup plus relax pour mettre mon savoir off puis rire à des jokes des plus simples. Ben écoute, ça fait du bien. Mais la chimie entre les trois acteurs est toujours là. Tu vois, c'est des amis de longue date puis qui travaillent bien ensemble. Puis justement, côté travail d'équipe, c'est intéressant. Côté cameo aussi, je dois vous avouer que j'ai été bien surpris. Des cameos intéressants, des cameos impressionnants. Donc, je veux pas rien ruiner pour vous autres. C'est pour ça que quand je parlais de deux artistes sur TikTok ont repris Big Bottom de Spinal Tap. C'est quand même deux gros noms de la musique country, puis je veux pas en donner plus. Un des artistes qu'on sait justement qui est dans le film, parce qu'ils ont sorti une version de leur classique Stonehenge avec Elton John qui chante et qui participe à la chanson. Bien évidemment, en fait, Sir Elton John est dans le film et aussi un rôle assez intéressant, quelqu'un qui justement a plus rien à prouver, puis se lance dans ce film-là à 100%, puis il participe au point de vue aussi tant musical qu'humoristique. Ça fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est de quoi qui dure encore une fois 1h30, 1h40 de quoi de main. Ça fait que c'est parfait justement pour le genre de comédie que c'est pas de quoi que tu as besoin d'avoir de trop long, surtout comme je dis avec une histoire avec quasiment aucune profondeur, mais comme je dis aussi, point de vue comédie, c'est comme au début, lorsqu'on rencontre les trois musiciens, c'est Nigel Tufnell, il a sa propre petite shop où il vend du fromage et des guitares. Davidson Hubbins, lui, qui continue à faire de la musique, mais à plus petite échelle, fait de la musique surtout pour comme des jingles pour toutes sortes d'affaires qui vont toutes sortes de compagnies qui vont l'engager finalement. Puis Derek Small, lui, bien gère un musée de colle mondial, c'est comme la Crazy Glue, mais une sorte de colle à travers le monde, comme si ça serait censé être intéressant. Ça fait juste vous donner le genre d'humour parce que oui, c'est souvent un peu parodique par bout. C'est correct parce que c'est vraiment ça le but. Comme dit Spinal Tap 2, The End Continues, c'est justement
de faire rire, puis juste mettre ton savoir off, puis enjoy la ride. Ça fait que, comme je disais, je pense pas que ça a eu un gros succès. Je sais pas, j'ai pas checké c'était quoi le budget du film non plus. Je pense pas que ça va prendre grand-chose pour que ça rentre dans son argent, mais je pense aussi qu'on est ailleurs parce que c'est quand même 41 ans plus tard. Qu'on a la suite, puis c'est là, on est 2-3 générations plus loin. Ça fait que je ne sais pas à quel point les plus jeunes sont intéressés de voir des personnes qui sont fin 70, début 80 faire de la musique, parce que oui, Harry Shearer quand même 81, 82, puis Christopher Guest, puis Michael McKean, pareil, ils ont 77, 78, mais encore capable de jouer, puis encore capable d'être drôle puis divertissant. Ça fait que si t'as aimé This is Spinal Tap, je te recommande fortement Spinal Tap 2. Si tu les as jamais vus, ben, tu peux les écouter. Spinal Tap, il me semble qu'il joue à quelque part sur une des plateformes de streaming où tu peux te l'acheter en Blu-ray 4K. Puis d'après moi, le 2 va sortir aussi en Blu-ray assez rapidement. Ça fait que c'était ça pour cette semaine. The Wrong Paris et Spinal Tap 2. Face à la semaine prochaine, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'en vient. Il y a pas grand film qui m'intéresse. Him, ça m'a pas intéressé. Big Beautiful Journey, ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y a A Battle After Another qui sort avec Leonardo DiCaprio en fin de semaine. J'ai vu la bande-annonce. C'est un film de 2 heures check où ça va être du overacting d'un bout à l'autre. Ça semble plus essoufflant que d'autres choses. Ça fait que je doute fort que je vais aller le voir. Ça fait je ne sais pas ce qui va se passer pour la semaine prochaine, mais je vais sûrement trouver de quoi. Parce qu'il y a quand même des bons films qui s'en viennent. D'ici 2025, on a eu même une première bande-annonce pour Anaconda qui sort à Noël le 25 décembre, un film qui va mettre en vedette Jack Black et Paul Rudd, qui est un reboot du film Anaconda paru en 97, c'est un film qui est dans la catégorie guilty pleasure. Là. C'est So Bad It's Good. Là. Ça, on a tous ces films-là qu'on sait que c'est mauvais, mais on aime les écouter. C'est pour moi, personnellement, c'est Maximum Overdrive en 86. C'est un film très mauvais, mais que j'adore écouter à chaque année. Et ce film-là est le même. Mais là, on a eu la première bande-annonce et la prémisse est assez intéressante parce que c'est genre un reboot où Anaconda existe, le film de 97, qui mettait quand même à l'époque John Voight, Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube. Eh bien, c'est l'histoire justement de 2 personnes qui ont des genres de midlife crisis et ils décident de faire un reboot de leur film préféré, Anaconda. Ça fait qu'ils décident d'aller sur les lieux pour filmer justement une nouvelle version de ce film-là. Et comme vous l'imaginez, tout va aller mal jusqu'à temps qu'ils vont rencontrer, bien sûr, un vrai Anaconda puis qu'ils vont être pris à essayer de survivre cet animal-là. Ça fait que je ne sais pas à quel point je suis excité pour ce film-là, mais la prémisse a vraiment piqué ma curiosité. On a eu aussi une bonne annonce pour, là on va pas au cinéma, on a plus de commentaires avec No Escape From Now, qui est un documentaire de 2 heures, le 7 octobre prochain sur Paramount Plus, sur les dernières années de la vie de Ozzy Osbourne. Écoute, j'ai vu la bonne annonce, puis juste à 2 minutes, là, puis ça m'a mis un peu à terre, là, ça m'a déboussolé pas mal. Ça fait que 2 heures, là, je pense que ça va être tough à écouter, ça va être raide. Mais je vais voir, c'est sûr que je vais l'écouter. Mais avec probablement un bon 3-4 boîtes de Kleenex au côté de moi pour No Escape From Now que j'ai vraiment hâte de voir. Mais côté cinéma encore, j'attends encore à savoir si The Good Boy, dont on a eu aussi une dernière bande-annonce, un film indépendant qui allait sortir vraiment un nombre limité de salles de cinéma, mais la première bande-annonce a tellement été virale sur le web qui ont augmenté le nombre de salles. Puis là, ça semble que ça va sortir de façon internationale. Ça fait que je ne sais pas encore si ça va jouer à Moncton. Je me croise les doigts. The Good Boy, c'est l'histoire. C'est un film d'horreur, en fait, avec le point de vue d'un chien. Puis comme je n'avais déjà parlé, le monde était tellement en mode panique à savoir si le chien allait mourir ou pas, que tu peux aller sur le site bloodydisgusting.com, aller chercher l'article pour The Good Boy et cliquer sur la photo du chien. Puis là, ça va te spoiler la fin pour toi si t'es trop stressé pour l'animal. Mais le film a l'air intéressant. Ça donne un concept quand même qui a vraiment piqué ma curiosité. Après ça, on a The Smashing Machine ou The Smash Machine aussi avec Dwayne The Rock Johnson. Basé sur la vie d'un ancien champion de la UFC. Apparemment que c'est vraiment bon. Dwayne The Rock Johnson méconnaissable à travers le make-up et l'esthétique. Pas un film que je vais aller voir. Il y a aussi Tron Ares qui s'en vient, que je ne savais pas si j'allais le voir, mais
Possiblement. Écoute, j'ai pas vu le film Tron, l'original de 82 depuis justement les années 80. Quand Tron Legacy a sorti en 2010, 2012, je l'ai vu au Movie Network, puis je l'ai écouté avec un œil sur la télévision puis un œil sur mon cellulaire. Ça fait que peut-être que je vais aller revisiter ces films-là, puis aller voir Tron Harris, parce que côté effets spéciaux, ça a l'air vraiment fun. Puis il y a des fois, tu sais, t'aimes écouter des films, il y a une certaine conscience sociale, qui a un certain message important sur l'humanité, puis il y a des fois, ben, tu veux juste aller voir des films qui fait piou piou pow pow, puis t'es correct avec ça. euh, Aussi, là, on a appris cette semaine, en fin de semaine, on a appris que Tom Holland, qui est présentement en tournage pour le prochain Spider-Man qui va sortir le 31 juillet de l'année prochaine, s'est blessé. On n'a pas confirmé la blessure, mais elle aurait souffert une légère commotion, donc va prendre quelques jours de congé par précaution, bien sûr. Mais j'imagine qu'il y a assez de choses à filmer pour ce film-là que ça va pas rien retarder. Puis comme je l'ai déjà expliqué, Sony ont une date limite justement pour sortir un film de Spider-Man avant de perdre les droits et que ça retourne 100% à Disney, puis ils veulent pas ça parce qu'ils font bien du cash avec le personnage et cet univers-là, même s'ils nous ont sorti pas mal de la crap les dernières années, surtout si on pense à Madame Web et Kraven the Hunter. Mais curieux de voir ce que ce film-là va nous offrir, parce que si tu te rappelles Spider-Man 3, le gros punch de la fin, c'est que tout le monde avait oublié l'existence de Spider-Man. Personne ne se rappelait que ce personnage-là existait. Mais là, en plus de continuer cette histoire-là, Spider-Man Brand New Day a la pression de nous hyper Avenger Doomsday qui va sortir au mois de décembre. C'est le seul film qu'on va avoir de Marvel entre la sortie puis tout de suite. Ça fait que je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va nous offrir. Ben stressé pour ce film-là parce que c'est pas John Watts, lui qui a dirigé les 3 premiers Spider-Man, qui est à la barre. Puis d'après moi, je pense qu'il était une grosse raison pourquoi les 3 films ont été un succès. Ça fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Marvel, tant qu'à moi, là, ils ont de la misère, puis ils sont en mode panique, puis ils savent plus vraiment sur quel pied danser. Ça fait que je pense que ça va, au lieu de prendre encore un petit peu plus de recul, comme DC a fait, je pense que ça a presque tiré dans le pied. Parce que DC, tout de suite, là, c'est après Rocket, surtout avec la deuxième saison, puis Peacemaker, qui est excellente. On est pas mal rendu à mi-chemin quelque part, puis même si on sait pas vraiment où ce qu'on s'en va avec DC, puis James Gunn, il sait, ils sont pleins tout fait, mais s'il veut rien lui donner, il veut rien nous donner avant que, pour rien spoiler, mais qu'est-ce que Peacemaker fait, deuxième saison, premièrement, c'est après nous définir l'univers en tant que tel. C'est que, par exemple, on sait que étant donné qu'il avait dirigé The Suicide Squad, le deuxième film, Suicide Squad pour DC, on sait que ça appartient à cet univers-là. Mais là, je pense 2 semaines passées, on avait appris justement qu'il y a certains éléments du premier Suicide Squad de 2016 qui appartient à l'univers DC à James Gunn. Ça fait que, tu sais, on est tout après définir ça sur le point de vue des personnages, un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis je pense que d'après moi, à la dernière épisode de la deuxième saison, là, on va avoir une certaine idée de la direction. Parce qu'on a The Lanterns qui s'en vient à un moment donné, si pas cette année, début de l'année prochaine. On a, même ça, c'est cette année. J'ai pas checké ça plus qu'il faut, honnêtement, pour The Lanterns, parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'avait annoncé, puis là, j'imagine qu'il y a eu plein de changements depuis que James Gunn est arrivé. Puis là, il y a aussi Supergirl qui est quand même juste l'année prochaine, mais on a aussi The Clayman qui s'en vient, un des méchants classiques dans l'univers Batman, qui celui-là va être un film d'horreur dans la pure tradition du thème, pas comme Doctor Strange, and Multiverse of Madness, qu'on a dit, hey, ça va être un film d'horreur, puis finalement, ben là, pas vraiment, là, ça va être, ça va être juste un peu plus dark, finalement, c'est juste un film Marvel, puis c'est ça le problème, je pense, de Marvel, ils ont tellement une formule tellement faite et refaite, puis tous les films s'en ressemblent trop. Ça fait que tu viens inconsciemment tanné de tout le temps voir la même chose, même si c'est des personnages différents à chaque fois. Fait que DC ou James Gunn a confirmé que chaque film DC allait être complètement différent. Ça va être leur propre touche personnelle des directeurs ou directrices qui vont travailler dessus. Je pense que ça va rajouter justement à l'excitation d'avoir tout le temps comme de quoi de nouveau à travers DC. Ça fait que côté film super-héros, pour DC, j'ai vraiment hâte de voir qui s'en vient dans les prochaines années. Puis nous autres, là-dessus, on va s'en parler la semaine prochaine. Parler de quoi? Déjà, je ne sais pas encore, mais ça va être une surprise pour toi, puis pour moi.